Bonjour, je me présente, je m'appelle Guillaume Mathieu, je suis le directeur technique de Med6. Je suis aussi MVP Cloud Data Center Management. Alors cette vidéo fait partie d'une série dédiée au renforcement de la sécurité Active Directory. Alors aujourd'hui, on va particulièrement se focaliser sur le durcissement des contrôles de domaine et tout particulièrement sur la partie hébergement des contrôles de domaine. Alors justement, parlons un petit peu de l'hébergement des contrôles de domaine. Alors, il y a quelques principes fondamentaux à respecter. Le premier étant d'avoir un OS supporté. Si on est sous Windows 2003, bon, là, très clairement, on va avoir de gros soucis de sécurité. Le deuxième, c'est qu'il vous faut une machine chiffrée dans l'idéal. Pourquoi? Parce que l'hébergeur peut avoir à tout moment un accès physique à la machine qu'il vous héberge pour vous. Or, si jamais quelqu'un a un accès physique à une machine Windows, il lui suffit de démarrer sur le DVD d'installation Windows, aller en console de récupération, renommer un exécutable qui s'appelle setthc.exe et le substituer par cmd.exe, donc je renomme cmd.exe par setthc.exe, je reboot, et là, quand je fais 5 fois Shift, c'est pas setthc.exe, c'est-à-dire les touches rémanentes qui se lancent, mais un cmd en système, parce que setthc.exe s'exécute en système. Et système sur un contrôleur de domaine peut changer le mot de passe du compte administrateur qui est Enterprise Admin. Donc, il y a un vrai risque de laisser à un hébergeur une machine virtuelle ou une machine physique non chiffrée. Donc, pour faire cela, il va falloir, par exemple, sous Windows, activer du BitLocker. Avec Azure, on va pouvoir utiliser de l'Azure Disk Encryption, par exemple. Azure Disk Encryption étant l'implémentation de BitLocker dans Azure. L'idée, c'est que bien que votre hébergeur stocke une machine chiffrée, vous devez considérer que la machine chiffrée, elle doit être dans l'hébergeur doit en fait être considéré comme étant dans le cercle de confiance. Ce cercle de confiance, en fait, l'idée, c'est que toutes les personnes qui ont un privilège dit tier 0 sont dans ce cercle de confiance. Voilà. Et l'hébergeur, c'est fondamental d'avoir conscience qu'il est dans ce cercle de confiance. Un point important à noter, c'est que c'est bien d'avoir un OS à jour, c'est-à-dire un OS récent, mais il faut que les correctifs de sécurité soient déployés sur cet OS. Donc, idéalement, l'hébergeur doit vous fournir sa solution ou utiliser votre solution pour mettre à jour l'OS et installer donc les correctifs de sécurité. Donc, avec Azure, on a Azure Update Management, qui est une sorte de serveur WSUS simplifié qui peut prendre en charge cette tâche. Il est aussi important de faire très attention à la partie sauvegarde. Les sauvegardes doivent être externalisées et elles doivent être hors ligne dans la mesure du possible. Pourquoi? Parce que des virus comme Petya ont souvent chiffré les machines Windows, mais aussi chiffré les serveurs de sauvegarde Windows. Donc, des petits sauvegardes offline sur disque externe, sur bande, c'est toujours très intéressant. Il est aussi important de vérifier que si votre hébergeur a un accès, par exemple, à vos sauvegardes, que ces sauvegardes-là soient un minimum chiffrées ou protégées par mot de passe. Sinon, l'hébergeur, il a juste à copier-coller un fichier et il a accès à votre annuaire. Un autre point qui est important, c'est qu'il faut que vous puissiez aussi vous prémunir du risque de perte de la connectivité réseau. Et il faut aussi garantir que vous puissiez, à n'importe quel moment, même si par exemple l'OS est en train de s'installer, de redémarrer, eh ben, il faut que vous puissiez vous connecter à cette machine-là. Donc, avec Azure, on a la port console série. Avec une machine physique, on a l'équivalent des cartes DRAC qui nous permettent de faire ça. Avec un hébergeur data center privé, on peut se connecter aux consoles des outils de l'hyperviseur. Par exemple, les vCenter ou la console Hyper-V. Voilà, c'est vraiment les points les fondamentaux à retenir.
Donc on va maintenant voir comment créer la machine virtuelle MS Report DC3 sur la plateforme Azure. Donc pour cela, en fait, il faut aller donc sur le portail Azure. On va aller dans la partie Virtual Machine. Et ici, on a le bouton Add. On va cliquer sur Add. Et voilà, là, on a l'assistant qui arrive. Donc, première chose, c'est qu'à sélectionner la souscription que l'on va utiliser. Donc là, aujourd'hui, j'en ai qu'une seule, c'est la Microsoft Azure Sponsorship. Deuxième chose, c'est qu'il va falloir sélectionner un ressource groupe, donc MS Report RG1 dans cet exemple. On va pouvoir taper le nom de la machine, donc MS Report DC3. On va lui dire qu'il est de l'Europe de l'Ouest, au niveau data center, donc c'est la région. Et enfin, on va lui spécifier un availability set. Donc, je vais mettre availability set, et ça va me permettre de faire en sorte que mes contrôleurs de domaine ne soient pas sur la même machine physique Azure. On lui spécifie Windows Server 2019. Et enfin, on va maintenant passer à la partie matériel. Donc là, je vais lui demander à avoir une machine virtuelle de type DS2V2. Alors pourquoi ce type-là? Parce que ça va nous permettre d'avoir des machines avec des disques SSD. Ça va aussi nous permettre d'avoir des machines qui ont une charge constante. Par exemple, les séries Burst, c'est vraiment fait pour envoyer des coups de charge et avoir une charge, on va dire, faible en temps normal. Donc moi, c'est pas du tout mon besoin. Et en termes de CPU, donc 2 vCPU, c'est très correct. En termes de mémoire, c'est tout à fait correct pour un contrôleur de domaine. Donc là, j'ai 7 Go de mémoire, 2 vCPU. Donc tout est bon. Voilà, donc je vais sélectionner cette série-là. Une fois que je fais ça, je n'ai plus qu'à rentrer le login mot de passe. Je confirme mon login. Voilà. Donc là, ça matche bien. Je ne veux pas de trafic entrant depuis Internet directement sur cette machine. Donc je clique sur None. Et je n'ai pas d'Azure Hybrid Benefits, tout simplement parce que ça, c'est quand on dispose d'un accord EA, Agreement Enterprise. Et l'idée, c'est qu'on peut à ce moment utiliser les licences on-premises sur la plateforme cloud. Ce n'est pas mon cas du tout, je suis en licence MSDN. Maintenant, on va voir qu'il faut définir le disque dur. Alors, très important, il y a un système de cache qui n'est pas pris en charge par Active Directory. Donc, il va falloir qu'on crée un disque de données. Et ce disque-là, on va en fait lui donner une taille de 100 Go et on va désactiver le cache. Donc, on notera d'ailleurs aussi que le nombre d'IO est fonction avec Azure de la taille du disque. Donc, hop, on y arrive. Vous voyez, le fameux host caching, il est ici. Donc là, on le met sur None, très important. Et enfin, on peut passer à la suite. Alors, peut-être à noter quand même qu'on va utiliser des managers de disque. On le voit quand on le met quand on clique sur Advanced. Au niveau réseau, d'autres points importants à noter. On ne veut pas changer d'adresse IP sur un contrôleur de domaine. C'est fondamental. Donc, pour ça, on va devoir, a posteriori, définir une réservation IP côté DHCP, donc côté fabrique Azure. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une adresse IP privée dans la plage 10.02.0/24 et on aurait aussi potentiellement une adresse IP publique, ce qu'on ne veut absolument pas puisqu'on ne veut pas que le DC soit accessible directement sur Internet. Donc là, il faut mettre None. On va laisser l'option Network Security Group, c'est-à-dire toutes les règles de firewall des virtual networks de notre ami Azure sur Basic. Comme ça, elle nous configure tout comme il faut et donc pas de publication de port sur Internet. C'est pour ça que ça reste à None. Au niveau management, le book diagnostic est requis. Alors moi, je vais aussi mettre l'OS West Diagnostic. Ça, c'est requis en fait pour la partie SAC, les fameuses consoles qui vont nous permettre de se connecter à la machine virtuelle Azure, même si la partie connexion réseau est HS ou désactivée. Donc c'est un peu l'IDRAC d'une machine Azure, le SAC, ou accès console série si vous préférez. Donc on clique sur la partie maintenant paramétrage du système. Donc là, on va pouvoir sélectionner des extensions qui sont en fait des programmes qu'on va installer. Donc nous, on a besoin du malware Microsoft, c'est une Microsoft Anti-Malware, excusez-moi. Donc ça, c'est l'antivirus en fait de base.
Voilà, pas de souci. Alors sa configuration, donc, elle est, les règles en fait font que par défaut, tout ce qui doit être exclu sous Windows l'est déjà, donc pas besoin de rajouter de nouvelles exclusions. Je veux pas de scan temps réel, donc il est à désactiver. Et s'il avait lieu ce scan de temps réel, il aurait lieu le samedi, donc ça ne me dérange pas, puisque j'ai désactivé cette option-là. Donc maintenant, je peux faire un OK. Et on va pouvoir passer à la partie tag. Donc, la partie tag, en fait, je vais pouvoir spécifier que mon environnement, c'est MS Report 1. L'idée, c'est que, imaginez, j'ai une entreprise et que je dois facturer à des équipes de testeurs la plateforme Azure, et ben, on va dire que ceux qui ont tagué l'environnement MS Report 1, ben, ce serait eux qui paieraient les machines virtuelles, les virtual networks rattachés à cet environnement de lab. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt en fait des tags, c'est de permettre de faire de la facturation entre autres de manière un petit peu différenciée selon les différentes équipes qui travaillent sur Azure. On tag nos ressources en fait dans Azure. Voilà, donc là maintenant il y a une vérification de la machine qui va être faite par Azure, et si c'est conforme, je vais pouvoir cliquer sur le bouton Create. Et là on voit le prix à l'heure de la machine. Voilà, ça va prendre quelques instants. Alors à noter pendant que ça se valide, cette machine, qu'il est très important de ne jamais arrêter un contrôleur de domaine via le portail Azure. Si vous faites ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va être stoppé, puis désalloué. Et cette opération d'être désalloué, en fait, va générer un problème majeur côté contrôle de domaine, puisqu'on va perdre le VM Generation ID et on va perdre l'invocation ID. Et ces deux ID-là sont requis pour la réplication Active Directory. Donc c'est très 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 important de bien prendre en compte ce point-là. Donc pas d'arrêt via le portail Azure d'un contrôleur de domaine. Voilà. L'opération en train de se faire, donc de la validation. On va laisser la plateforme finaliser cette action. Donc on voit que la validation a fonctionné. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à cliquer sur Create. Et voilà, le déploiement s'initialise. Donc on reprendra dans quelques instants. Donc voilà, on reprend la vidéo. Donc la machine MS Report DC3 est maintenant provisionnée. Donc on la voit ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de la configurer correctement. Parce que effectivement, pour que une machine virtuelle Azure héberge un contrôleur de domaine, il faut une configuration un petit peu spécifique. Alors le premier élément qu'on avait vu précédemment, c'était la partie adresse IP fixe. Donc pour cela, on doit aller dans la partie networking de la machine virtuelle. Vous voyez, ici, on va voir la network interface. Donc la network interface, c'est ça qui est connecté au virtual network. Donc on va cliquer dessus. Et en fait, à ce moment-là, on va avoir la possibilité d'aller dans la partie IP configuration. Et là, attention, on voit bien qu'on est en 10.0.2.7 avec une adresse IP dynamique. Donc nous, tout l'objet, ça va être de mettre cette machine en 10.0.2.7, mais en statique, c'est-à-dire créer une réservation IP au niveau du serveur DHCP de la fabrique Azure. Voilà, comme ça, la machine restera toujours en 10.0.2.7. Donc là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas juste quelque chose où on sélectionne. Vous voyez, on peut cliquer là. Et effectivement, maintenant, j'ai bien la possibilité de définir cette adresse IP en statique. Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà. Ça, c'est vraiment l'opération la plus importante. Une fois qu'on a fait ça, on va aller maintenant paramétrer correctement notre serveur DNS. Or, MS Report DC3, à terme, on veut que ça soit aussi un des serveurs DNS. Donc, il va falloir qu'on ajoute l'IP 10.0.2.7 comme serveur DNS de toutes les machines qui seront membres de ce domaine.
Alors, comment on va faire cette action-là? Hop, on quitte cette partie-là. Maintenant, on va aller au niveau du Virtual Network. Donc, toutes ces machines-là, elles travaillent sur le MS Report RG1-VNet. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dessus? On va aller sur la partie DNS Server. Et là, je vais donc rajouter une nouvelle adresse de serveur DNS. Donc 10.0.2.7, ça sera l'adresse IP de mon troisième serveur. Et donc là, bingo, j'ai bien mes 3 serveurs DNS qui vont répondre. D'ailleurs, j'en profite pour corriger une petite erreur. Celui-ci, il était en 6. Voilà. Donc là, je clique sur Save et on est bon. Alors, maintenant qu'on a fait ça, donc au niveau réseau, on est pas mal. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est la partie chiffrement. Alors, on a dit que pour plein de raisons, il fallait que les machines virtuelles soient chiffrées. On a vu aussi que jusqu'à Hyper-V 2012, c'était pas facile parce qu'il n'y avait pas de notion de virtual TPM. Alors dans Azure, on a tout ça, sauf que ce qui va jouer le rôle du TPM, en fait, c'est le key vault. C'est ça qui va stocker en fait notre clé de chiffrement BitLocker, pour simplifier un petit peu. Donc, on voit qu'en fait précédemment on a créé un key vault. Alors d'ailleurs, il existe des scripts en PowerShell qui nous permettent d'automatiser la création de ce key vault. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce key vault, donc dans notre cas précis, on voit qu'il stocke des secrets, ce sont ces fameuses clés qui nous servent pour chiffrer les partitions. Et donc derrière, on a besoin de définir qui peut y accéder. Et donc ça se fait via les access policy. Et là, on voit que 3 comptes ont les accès. 3 principaux, si on prend le bon vocabulaire. Les comptes d'administration, donc les 2 comptes Guillaume Mathieu. Un, c'est msreport@free.fr, l'autre, c'est guillaume.mathieu.msreportfree.onmicrosoft.com. Et surtout, on voit qu'il y a Backup Management Services. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place qui va permettre de backuper les machines virtuelles chiffrées. Et oui, parce qu'il faut naturellement que le service de sauvegarde Azure Backup puisse lui-même déchiffrer le contenu du disque chiffré, sinon bah, il ne pourra pas sauvegarder mon contrôleur de domaine. Donc, très important de bien comprendre le rôle du Key Vault et de comprendre aussi comment ça fonctionne avec ces access policy. Et là, l'idée, c'est, vous voyez, j'ai les droits, donc j'ai les droits de get, list et backup qui sont donnés donc au principal Backup Management Services. Et c'est évidemment ce principal qui est utilisé par Azure Backup. Voilà. Et évidemment, moi, je peux accéder au contenu de cette machine virtuelle au niveau disque parce que j'ai tous les privilèges dessus. Voilà, ça c'est très important aussi à comprendre. Donc maintenant qu'on a vu ça, eh ben, on a le prérequis, on a le key vault. Donc juste une commande PowerShell lancée, ça ne se lance pas par l'interface graphique. Et alors ça, je vous propose, c'est qu'on va aller maintenant voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on a un module PowerShell. D'ailleurs, on peut voir tous les modules d'installer. Donc quand je fais un install module -name AZ, en fait, ça on installe tout un tas. Donc get-module -list available. Voilà. On va voir donc tous les modules PowerShell de déployer. Et donc là, effectivement, j'ai un certain nombre de modules AZ. Et les voilà. Ça, ce sont tous les modules Azure qui ont été installés avec la commande. Et donc là, moi, je vais avoir besoin d'utiliser une première commande qui s'appelle connect-az de compte qui va me permettre de me connecter à mon Azure AD. Alors moi, je l'avais déjà joué, donc je dois l'avoir dans mon cache. Voilà. Donc là, bah, je vais par exemple m'authentifier avec le compte guillaume.mathieu@msreportfree.onmicrosoft.com.
Et donc là, le mot de passe. Alors, on notera que le retour de la commande est très important. Vous voyez là, je suis bien sur la souscription Microsoft Azure Sponsorship. Donc là, c'est bon, je suis bien connecté. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est juste dire à notre ami PowerShell que je veux activer le chiffrement pour la machine MS Report DC3 qui se trouve dans le ressource groupe MS Report RG1 en utilisant mon Azure Key Vault. Et donc pour ça, je vais lui mettre le paramètre Disk Encryption Key Vault ID. Et c'est ce paramètre-là. Donc ça, on l'obtient au niveau de l'Azure Key Vault, ainsi que le Disk Encryption Vault URL, donc qui est l'URL d'accès pour le Vault, enfin le Key Vault. Et important, mettez bien le volume all, ça va permettre de chiffrer le disque système et le disque de données. Parce que si vous ne mettez pas ce paramètre-là, seul le disque système est chiffré. Alors, pendant que cette opération va être faite, je vais pouvoir un petit peu revenir sur le fait de comment on active en fait BitLocker sur ces machines. Voilà, parce que c'est quand même un peu particulier de faire ça depuis une commande PowerShell. Normalement, BitLocker, on a plutôt l'habitude de l'activer directement dans le système d'exploitation. On a le BitLocker Drive Encryption dans le panneau de contrôle qui fait ça très bien. Alors là, l'idée, c'est quand même que d'habitude, BitLocker, on utilise un TPM et en fait, ils ont préféré qu'on fasse ça depuis l'extérieur de la VM, tout simplement parce que on utilise un Azure Key Vault pour stocker les clés de chiffrement. Alors pour être précis, en fait, c'est pas vraiment une clé de chiffrement, c'est un protector. En gros, ce qui se passe, c'est que vous avez une première clé qui chiffre les volumes. Cette clé-là, elle est elle-même chiffrée avec une autre clé. Et cette clé-là, elle est protégée par le protector. Et le protector, il est donc dans l'Azure Key Vault. Et c'est pour cette raison-là, en fait, que Microsoft a préféré qu'on le fasse de l'extérieur de la VM au lieu de le faire de l'intérieur. Donc, je vous propose qu'on attende quelques minutes et qu'on reprenne dès que c'est terminé. Donc, on peut voir que la commande a fonctionné. Donc, ça y est, notre machine est bien chiffrée. Donc, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on va aller voir un peu le résultat sur le système. Donc là, j'ai ouvert la session sur le serveur 10.0.2.7. Alors, on va aller directement dans la partie contrôle panel BitLocker. Voilà, on avait le raccourci même qui nous s'était présenté. Et donc, on peut vérifier effectivement que nous avons bien un disque qui est chiffré. Donc là, le disque C, il y a bien BitLocker. Il y a un disque G qui est apparu aussi. Et enfin, on a un disque BEC volume qui est apparu, qu'il faut surtout pas supprimer, qui va lui en fait contenir les clés de chiffrement. C'est nécessaire, donc on ne touche pas à son contenu et lui n'est pas chiffré. Et il y a le disque temporaire, donc lui, pareil, il est chiffré avec BitLocker. Donc en fait, on a ce résultat-là dans l'Explorer. Alors, un point important à noter. J'avais fait une petite erreur tout à l'heure. En fait, j'avais oublié de monter et de formater le disque G. C'est pour ça en fait que ça apparaît dans cet ordre-là. Si j'avais fait bien les choses, ça aurait été le disque F aurait bien été mon disque de volume et le disque avec les clés BEC aurait été en fait le volume G. Petite parenthèse importante à noter. Voilà, donc ça c'est quand même une bonne manière de voir les choses et donc on a vraiment un système qui est complètement bitlocké, détecté. Et surtout, ce n'est pas à vous de le gérer, vous laissez Azure le faire au travers des commandes PowerShell qu'on a vues précédemment, comme la set AZ VM Disk Encryption extension. Très important. Donc voilà, là on a un système qui est donc sécurisé côté disque dur. Alors maintenant qu'on a des machines chiffrées correctement, on va voir la partie mise à jour. Donc dans Azure, en fait, on a la possibilité d'avoir l'équivalent d'un serveur WSUS pour mettre à jour nos machines virtuelles Azure. Donc c'est très intéressant pour les environnements qui ne disposent pas de solution pour automatiser le déploiement des correctifs. Si vous disposez de cette solution-là, vous pouvez continuer à utiliser votre outil. Ce qui est important à savoir avec Azure
Update Management, c'est qu'en fait, c'est un service qui est déjà gratuit, qui va s'appuyer en fait sur d'autres services Azure, et principalement Azure Automation et la partie Azure Log Analytics. Donc ce service-là, en fait, il est disponible à deux endroits. Je vais par exemple aller sur le serveur MS Report DC1. Dans la partie Update Management, donc voilà, je vais avoir en fait quelque chose qui va scanner mon serveur à intervalles de temps réguliers en me disant, voilà, il faut que tu mettes tel ou tel correctif. Donc c'est la partie Missing Update. Donc là, il vient de me détecter qu'il y a deux updates manquants, donc principalement du Windows Defender. Sur ce Windows Defender, enfin, la question c'est comment je pourrais le déployer. Et bien en fait, tout simplement en faisant un Schedule Update Deployment. Et en faisant ça, je vais avoir la possibilité de lui dire, je veux que tu installes tel ou tel correctif à telle date et à tel moment. Et qu'est-ce que tu feras? Une fois que il démarrera ses schedules de déploiement, et ben en fait, il me dira que par exemple, il va falloir installer les correctifs à telle heure. Est-ce que oui ou non, je vais redémarrer? Et surtout, est-ce que oui ou non, j'autorise l'installation de correctifs au-delà d'une certaine plage de temps? Voilà, c'est vraiment très très important. Donc on peut le voir, hein, c'est dans cette partie donc schedule. Là, ici, je vais mettre par exemple déploiement correctif restant. Alors évidemment, c'est pas trop la bonne manière de faire. Il faudrait que je mette une date, un formalisme. On notera qu'il y a certains caractères qui ne sont pas acceptés. Vous voyez, là, il va me proposer les types d'update. Et derrière, je vais pouvoir carrément inclure ou exclure certains correctifs en mettant bien le nom d'AKB, sans KB justement. Ils le disent très clairement. Ici, je vais pouvoir dire quand je veux que cette opération soit faite, sachant que j'ai une petite contrainte, je ne peux pas mettre par exemple immédiatement, il faut que je mette dans 10 minutes. Donc là, s'il est 17h48, si je mets par exemple 5h50, il va râler. Voilà. Et il le dit pourquoi, il faut 5 minutes. Donc évidemment, là, je mettrai par exemple 6h50. Alors, un point aussi important, c'est que je peux lancer des scripts. Je peux lancer des scripts en fait en amont et après la phase de mise à jour. Donc si par exemple je dois redémarrer certaines bases, etc. Si je dois faire des opérations particulières pour des logiciels particuliers qui seraient présents sur cette machine-là, qui ne supporteraient pas l'installation des correctifs de manière transparente. Ce qui va être très intéressant, c'est la maintenance Windows. Alors elle peut pas être en dessous de 20 minutes. Donc si j'essaye, non c'est 30 minutes, excusez-moi, elle ne peut pas être en dessous de 30 minutes. Si j'essaye par exemple 20 minutes, ça va râler. Donc ça, c'est la plage d'indisponibilité du serveur. Voilà, c'est à savoir. Donc ça veut pas dire que le serveur n'est plus en ligne, c'est juste que ça tag comme quoi le serveur est en mode maintenance. Voilà. Et donc potentiellement, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir les démarrages. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais en fait il y a un correctif qui n'a pas pu dont l'installation n'a pas pu démarrer pendant la plage de maintenance, eh ben ça va en fait ne pas installer le correctif. Par contre, si vous avez un correctif qui est en cours d'installation et que ça, évidemment, ça nécessite un peu plus de minutes que la plage de maintenance, là, il continuera l'installation. Mais ça permet quand même d'éviter d'avoir l'effet où j'ai 200 patchs à installer. Je n'ai que 30 minutes de plage de maintenance, ça ne suffit pas, il en faudrait deux fois plus. Et ben, il installera tout ce qu'il peut, il terminera, il redémarrera. Et il redémarrera pendant la phase de maintenance. Et justement, les reboot options, c'est ça qui va vous définir ce qu'on peut faire. Donc c'est vraiment un outil assez complet et je trouve que c'est peut-être même plus intéressant que la partie Windows Update client classique parce qu'on contrôlait mal le reboot des machines. Des fois, on se prenait des reboots sans trop savoir une fois que les correctifs étaient installés et qu'il n'y avait plus personne qui semblait ouvrir de session ou avoir des sessions ouvertes. C'est assez fâcheux sur les serveurs, ils rebootaient un peu n'importe quand. Là, au moins, vous contrôlez le reboot. C'est quand même vraiment plus carré. Alors, pourquoi on a toutes ces technos-là? Donc, évidemment, je vais pas le faire là. Pourquoi en fait on a cette possibilité voilà, de contrôle de reboot? C'est parce qu'en fait, c'est pas le client Windows Update qui fait le reboot, c'est une tâche Azure Automation. Et c'est ça qui est vraiment important à comprendre avec cette solution.
Donc, si je mets maintenant dans la partie Automation Account, voilà, c'est clairement la partie Azure Automation. Vous voyez, là, j'ai un nœud Update Management. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vais voir mes mises à jour, mais d'un point de vue centralisé. Et là, effectivement, je sais qu'actuellement, j'ai 3 machines gérées. Et j'en ai une qui n'est pas du tout compliant. Voilà. Donc là, j'ai MS Report DC1 qui est compliant, MS Report Admin 1 qui est compliant, mais je n'ai pas MS Report DC2. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment faire pour rajouter une nouvelle machine. Donc là, je vais faire un Add Azure VM et je vais donc prendre ma nouvelle machine MS Report DC3. Voilà, Ready to be enabled. Donc là, je vais lui activer donc notre ami Azure Update Management et donc ça lance l'initialisation. On notera que cela peut prendre un petit peu de temps. Donc des fois, les machines vont pas complètement remonter, on ne pourra pas installer tous les pages tout de suite. C'est à savoir. Voilà. Donc là, tout ça est en train de s'installer. Un point important aussi à savoir sur Azure Update Management, c'est que il s'appuie donc complètement sur Azure Log Analytics. Et ça, c'est vraiment très sympa parce que par exemple, ça va être des requêtes Azure Log Analytics qui vont nous permettre de détecter si tel ou tel correctif n'est pas présent sur un système. Regardez, je vais vous donner un exemple. Donc là, c'est la tâche vient de se terminer, donc je vais pouvoir finaliser tout ça. Donc je vais pouvoir, hop, ça, on en parlera plus tard. Et si je vais donc, par exemple, sur la partie Automation et que je vais aller voir des correctifs, voilà, donc là, il y a eu des nouveaux correctifs justement qui sont sortis, et que je prends ce correctif-là, par exemple, vous voyez, là, je rentre dans la partie log et c'est de l'Azure Log Analytics. Alors, c'est très bien pour apprendre d'ailleurs l'Azure Log Analytics. On notera que c'est vraiment un langage qui ressemble à du PowerShell. Et là, voilà, il me sort toutes les machines où il n'y a pas ce correctif-là. Donc, quand ça sera un petit peu plus opérationnel, normalement, il y aura MS Report DC2 et DC3 qui devraient ressortir. Voilà. Donc là, on vient de faire le tour de la partie Azure Log Analytics. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit la partie Just in Time. Alors, la partie Just in Time, elle se configure directement dans l'Azure Security Center. Donc là, on va donc maintenant activer l'accès Just in Time pour ma machine virtuelle. Alors, ça se règle ici, dans la partie Just in Time VM Access. Et on va revenir un petit peu sur le principe de la bête. Alors, vous voyez, actuellement, il est activé sur 3 machines et il me recommande fortement de l'activer sur cette machine-là. C'est ce que je vais faire de suite. Alors, ce qu'il faut comprendre avec le just-in-time, c'est que ça va juste contrôler 4 ports dans ce cas précis. Le 22, le 3389, le 5985 et le 5986. Donc le 22, c'est tout ce qui est SSH. Le 3389, c'est le RDP. 5985 et 5986, c'est l'accès WinRM en HTTP ou en HTTPS. Donc ça, en fait, ça va jouer sur des règles de firewall, les fameux NSG. Voilà. Et l'idée, c'est que ça va mettre des règles de firewall à false ou true de manière dynamique sur demande. Je vais d'abord sauvegarder. Voilà. Et donc, ça y est, lui, ça va être bientôt prêt aussi. Et l'idée, c'est que maintenant, si je veux me connecter à MS Report DC3 en RDP, eh ben, il va falloir que j'aille sur MS Report DC3 dans la partie connexion. Et ici, je vais devoir faire un request access. Vous voyez, et là, il y a bien this VM as a just-in-time access policy. Select request access before connecting. Et on va pouvoir voir toutes les demandes. Donc, je vais cliquer sur request access. Voilà. Donc là, la demande, elle a été approuvée. Automatiquement, la règle de firewall autorise maintenant la connexion. Alors, ça peut prendre quelques petits instants pour se faire. Donc, je vais fermer ma connexion RDP.
plus, je suis connecté des États-Unis sur un tenant de français, donc ça peut prendre toujours quelques petits instants. Voilà, donc là c'est bon, c'est passé. Et voilà. Donc là on est bon, la connexion est en train de se faire. Je vais juste avoir l'alerte de certificat qui va apparaître. Voilà. C'est tout bon. Donc voilà, c'est simple, mais c'est un très très gros avantage parce que l'idée c'est que on met quand même les machines Azure normalement en frontal sur Internet par défaut. Alors là c'est un peu compliqué, c'est contrôle de domaine. Donc là, le just-in-time se fait sur l'adresse IP privée. Mais par exemple sur ma machine MS Report Admin, ce qui se passe là, c'est que le just-in-time c'est bien sur la patte publique. Donc là, ça prend toute sa valeur ajoutée, hein. L'idée, c'est vraiment que on évite le boutonneux de 15 ans qui fait des scans sur des machines et qui va tester avec un Shodan, par exemple, toutes les machines qui ont un accès RDP ouvert. Voilà. C'est ça l'intérêt, c'est que vous ouvrez votre accès RDP que quand vous en avez besoin. Vous en avez besoin, vous allez sur la console Azure, vous faites Request Access, vous attendez quelques instants, 2-3 secondes, des fois 30 secondes, et vous vous connectez en RDP. Ça y est, l'accès RDP est ouvert. Et il va être ouvert pour une période de temps. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc quand c'est une request, normalement la période de temps c'est 3 heures. Donc on va aller maintenant voir où sont les logs just in time. Donc en fait c'est dans la partie Azure Security Center, dans la partie just in time. Et donc ici je vois bien mes 4 machines configurées pour le just in time. Je vais sur MS Report DC3 et ici je clique sur Edit et on peut voir donc que j'ai une règle just in time qui a été autorisée pendant 3 heures. Voilà. Donc c'est ça qui nous permet facilement de voir la partie just in time. Je propose maintenant qu'on passe au sujet suivant qui était la fameuse console SAC. Alors ça c'est quelque chose qui était extrêmement demandé. Donc l'idée c'est que quand on fait du cloud public, ce n'est pas évident de donner accès à la console de l'hyperviseur. Et le fait de donner cet accès à la console hyperviseur, normalement, permet d'avoir une sorte de browse qui nous permet de voir la machine démarrer, de mettre des images ISO, etc. Ça, c'est pas évident. Alors Microsoft n'en est pas encore à ce niveau-là, mais ils ont déjà proposé une sorte d'intermédiaire que je trouve sympathique. Alors l'idée, c'est que on peut avoir une connexion via un port série sur une machine. Et à ce moment-là, on arrive à récupérer un invite de commande. On le voit souvent avec les routeurs, ce mécanisme-là. Bon, bah là, ils ont fait l'équivalent d'un port série d'une machine virtuelle. Et donc, en gros, le principe, c'est que je vais aller au niveau de ma machine, dans la section Serial Console. Et dans cette serial Console, je vais en fait arriver à me connecter à la machine virtuelle. Donc là, par exemple, je suis sur MS Report DC1. Donc là, je suis en train de me connecter à la console série. Une fois que ça va être fait, je vais lancer une suite de commandes qui vont me permettre donc de me connecter à mon système. Voilà, donc là c'est en train de s'établir. Ça fait déjà un petit peu long. Voilà, ça y est, nous y sommes. Donc maintenant, je vais taper CMD. Voilà, je fais entrer. Là, il me met a new channel has been created. Use ch- quelque chose pour se connecter. Donc en fait, c'est un ch- si et le nom du channel. Donc là, c'est le channel 1. Et grâce à ça, vous voyez, je vais pouvoir m'authentifier. Donc là, il faut encore que je fasse un petit entrée. Voilà. Et maintenant, il va me demander de m'authentifier. Alors là, je vais mettre mon compte utilisateur Active Directory, mon domaine, msreport.intra, et mon password. Donc par exemple, celui que j'ai défini sur l'environnement. Voilà, là je suis authentifié
et j'ai un CMD. Et ce qui est fort, c'est que j'ai aussi un PowerShell par rebond. Et voilà. Et donc là, j'ai accès à toutes les commandes PowerShell. Geld, child, item, par exemple. Donc tout ce que je peux faire en PowerShell, je vais pouvoir le faire. Voilà, donc là, je viens de faire un ls, c'est pas très malin de ma part, ça va prendre du temps. Mais plus sérieusement, je pourrais par exemple faire un get à des users. Donc c'est pas encore le niveau ultime où on a l'écran de démarrage, mais déjà je vais pouvoir faire un certain nombre de choses. Comme par exemple du dépannage si j'ai une perte de connectivité réseau. Ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment important. Euh, donc par exemple, je vais pouvoir dire au contrôleur de domaine de démarrer en mode DSRM la prochaine fois, directement dans le cadre d'un OS fonctionnant de manière classique. Voilà, donc c'est pas mal de peu choses de ce type-là qui vont m'être utiles pour la restauration, pour la dépannage de problèmes de connectivité réseau. Et ben voilà, on a fait le tour de toutes les choses à savoir sur la partie pure Azure IaaS. Bah, ce que je vous propose maintenant, c'est que on fasse le DC promo pour promouvoir ce contrôleur de domaine en tant que contrôleur de domaine supplémentaire. Donc il ne faudra pas oublier que les disques, enfin la partie 6 vol, la partie NTDS, donc la base de données NTDS.dit, ne devront pas être sur le disque C parce que le disque C a des mécanismes de cache qui ne sont pas supportés par Active Directory. Donc je remontre ce point-là rapidement. Si je vais sur la partie disque ici, vous voyez, on a bien un host catching qui a read-write et que je ne peux pas changer. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me reconnecter à mon serveur 10.02.7 et puis je vais tout simplement faire le DC promo. Ça reste une machine tout à fait classique. Alors, comme tout DC promo avant, on fait une petite vérif de la configuration réseau. Donc là, j'ai bien ma passerelle 10.02.1. J'ai bien mes 3 serveurs DNS. Donc je suis tout bon. 4, 6, 7, c'est eux les serveurs DNS actuellement. Et ben pour moi, je peux maintenant installer mes rôles et celui donc de contrôleur de domaine supplémentaire. Voilà. Alors là, j'ai un petit warning qui me dit qu'il y a le Windows Admin Center, donc ça fera l'objet d'autres vidéos. C'est la nouvelle interface de gestion via web de Microsoft, qui est d'ailleurs extrêmement intéressante. Donc voilà, là, je vais lui dire que je vais lui installer les rôles Active Directory Domain Services. Là, il me propose toutes les dépendances. Et voilà, je vais l'installer. Donc quand j'aurai terminé, il faudra que je lance le setup Active Directory. La commande DC Promo n'existe plus depuis déjà Windows 2012. Donc maintenant, effectivement, tout se fait directement depuis la partie Server Manager. Ça fait un petit bout de temps qu'elle a disparu. Un point important à noter par rapport à Windows 2019, on peut très bien mettre le rôle Active Directory en mode core, c'est même plutôt une préconisation, ça évitera que des gens aient tendance à se connecter, à travailler sur les contrôleurs de domaine. Dans la mesure du possible, vous devez laisser les contrôleurs de domaine en tant que serveur dédié. Ce sont des machines extrêmement sensibles. Si vous avez par exemple un composant qui tourne en système, il faut savoir que système sur un contrôleur de domaine a des droits équivalents à Enterprise Admin. Donc ce n'est pas anodin une application qui utiliserait un service qui s'exécute en système. Si cette application a une faille, potentiellement vous compromettez la sécurité de votre annuaire Active Directory. Donc c'est le minimum de choses qui doit tourner sur un contrôleur de domaine. C'est vraiment très important. Donc DNS, catalogue global, domaine, contrôleur. Point. C'est tout ce que c'est et doit savoir faire un contrôleur de domaine. Donc voilà, là je vais l'ajouter à un domaine existant. Voilà, donc évidemment il faut que je m'authentifie. Je vais le faire. Voilà, ça y est. Donc là je suis dans le domaine msreport.intra.
Et bien maintenant, je peux cliquer sur Next. Et je vais donc pouvoir bientôt avoir mon contrôleur de domaine opérationnel. Hop. Donc voilà, là on va être bon. Je peux lui spécifier depuis qui il réplique. Donc je vais lui dire de répliquer depuis le serveur 1. Et là, très important, on ne mettra donc pas sur le disque C, mais on va le mettre sur le disque, pas F, parce que là c'est là où il y a les clés de chiffrement BitLocker, mais sur le disque G, dans mon cas précis. Et voilà. Donc là, ça va répliquer le contenu de l'annuaire. Et dans quelques instants, on aura un contrôleur de domaine disponible. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer à la vidéo prochaine. Bonne journée. Au revoir.